Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de Tweet TV. Mardi 4 mai, voici les titres de l'actualité du jour. Analyse de la situation nationale faite par le chef de file de l'opposition politique à Burkinabé. Edi Kombouego revient sur les 100 jours de gestion du président Kaboré et ne manque pas de jeter l'anathème sur le gouvernement. Présentation officielle du nouveau parti de Michel Béré après le Parti pour la Renaissance nationale par an. Voici le temps du Rassemblement pour le développement national RDN. Et puis loin de chez nous à Mexico, accident mortel. Un pont s'effondre lors du passage d'un train faisant 23 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Le président mexicain annonce l'ouverture d'une enquête. À Ouagadougou, ce 4 mai 2021, le chef de file de l'opposition politique a animé sa première conférence de presse. Il s'est prononcé sur les 100 jours de gestion du président Kaboré. Pour l'opposition politique à Burkinabé, le gouvernement a du mal à décoller. Il en veut pour preuve le manque de référentiel de développement, la persistance et la dégradation de la situation sécuritaire et une fronde sociale en ébullition. Abdoulrahim Magneni. Pour ce premier point de presse du chef de file de l'opposition politique, Edi Kombouego fait un tour d'horizon sur l'actualité nationale. Hausse des prix des produits de première nécessité, crise sécuritaire, fronde sociale sont entre autres des situations dénoncées par l'opposition politique. Elle estime donc qu'après plus de 100 jours passés à la tête de l'État, le président du Faso n'a jusque-là pas œuvré pour le bien-être des populations. Les populations vivent une situation sécuritaire et alimentaire très précaire. Sur le plan de la gouvernance économique, le plan national de développement économique et social PNDS étant arrivé à son terme avec le premier mandat du président Kaboré, le nouveau référentiel de développement est toujours en cours d'élaboration. Pendant ce temps, le gouvernement navigue à vue, ce qui entraîne une recrudescence de la malgouvernance, notamment le bradage des marchés et la montée de la corruption. Sur la question de la réconciliation nationale, l'opposition politique dit suivre de près les démarches entreprises par le ministre en charge du dossier. Nous ne voyons pas la stratégie se dégager, mais nous supposons que nous arriverons à des forats sur le plan national, des forats régionaux et peut-être sur le plan, au niveau de la base, dans les provinces, de sorte que chacun puisse donner son avis. Et comme la réconciliation touche toutes les couches, nous regardons et nous souhaitons que ça soit un succès. Si nous échouons à cette réconciliation, non, mais ça veut dire que nous sommes partis pour ne plus avoir un tremplin de développement. Donc c'est pourquoi le cadre de concertation, le chef de file de l'opposition a une assez claire. Nous allons soutenir la réconciliation nationale. Au regard de la situation sécuritaire et sociale jugée précaire, Edi Kombouego et ses camarades font des propositions au gouvernement pour soulager les populations. Le recouvrement du territoire national dans son intégrité et dans les plus brefs délais. Le retour des populations déplacées dans leur localité d'origine. La réaffirmation de l'état de droit et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. La baisse des prix de grande consommation de première nécessité. Et également la baisse des prix des hydrocarbures. La reprise du dialogue avec les partenaires sociaux auxquels le CFOP réaffirme son soutien indéfectible et sans faille. Edi Kombouego a par ailleurs salué les diagnostics engagés par le ministre de la Santé et souhaite que les auteurs d'actes de corruption dans ce domaine puissent être identifiés et punis conformément à la loi.
Michel Béré, ex-partisan du Parti de la Renaissance nationale apparent, a désormais son propre mouvement, le Rassemblement pour le développement national à RDN. Rattaché à la majorité présidentielle, le RDN a été présenté ce mardi à la presse. Michel Béré le décrit comme un parti qui entend répondre à l'aspiration de la jeunesse à burkinabé et travailler à l'autonomisation de la femme. Nadine Zongo. L'emblème du RDN que vous pouvez voir ici est représenté ici par une main qui tient des... Le 28 décembre 2020, Michel Béré et quelques camarades rendaient leur démission au fondateur du PARA, Parti de la Renaissance nationale. Une démission du bureau exécutif et pas du parti, ont-ils précisé à l'époque. Mais 4 mois plus tard, un nouveau parti naît de l'initiative de Michel Béré et est même présenté à la presse. Il s'agit du RDN, le Rassemblement pour le développement national. Le parti entend faire des valeurs de l'intégrité et du patriotisme son cheval de bataille. L'idéologie en fait du parti, c'est l'éco-nationalisme africain, où on a l'éco qui représente ici l'écologie. Cela veut dire que tout ce que nous devons faire là, il faut qu'on tienne compte en fait de la nature, la dégradation de la nature. Donc ça veut dire qu'on doit préserver en fait la nature. Et du moment où c'est une doctrine, c'est une base en fait qu'il faut insérer. Donc, et le nationalisme veut dire que le nationalisme africain, cela signifie que il faut qu'on ait une détermination, l'amour de notre passion. Et tout ce qu'on doit faire là, c'est pour l'intérêt suprême en fait de la nation et mettre la nation en première position. Et cela doit se faire avec patriotisme, comme nous avons dans notre devise, patriotisme, travail, développement. Pour s'inscrire dans sa logique de rassemblement, le RDN de Michel Béré a décidé de se rallier à la majorité présidentielle. Une décision qui a été librement prise, a-t-il clamé. Au vu de la vie politique actuelle du Burkina, où le souci principal des acteurs prenants est la réconciliation nationale, le Rassemblement pour le développement national RDN décide de se rallier du côté de la majorité présidentielle afin de soutenir le mandat du président Roch Kaboré pour sa réussite. Une lettre de demande d'adhésion à l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP a déjà été adressée au coordonnateur de l'entité. La création de ce parti répond à un besoin de servir son pays selon son président. Il ne devrait donc pas être vu comme une trahison aux parents, a-t-il renchéri. On parle de trahison, non. Parce que moi-même, j'ai été personnellement voir le père fondateur. Je lui ai rendu ma démission personnelle. Je quitte du parti. Mais on a échangé. On a quitté en bon terme. Moi, demain, après-demain, si je veux, je pars chez lui, je l'appelle si j'ai besoin de conseils. Parce que de la manière dont on a cohabité et dans la manière dont on se considérait, je sais pourquoi je dis ça. C'est entre lui et moi, il sait. Et lui-même, il m'a fortifié. Il m'a encouragé aussi de ne pas mettre tous ces problèmes-là dans ma tête parce que tu n'es pas le seul responsable. Dans les jours à venir, le RDN procédera à l'installation de ses structures de base dans les différentes localités du pays. Le parti entend aussi promouvoir sa doctrine et son programme de gouvernement à travers des colloques et des ateliers. Le RDN veut également promouvoir la jeunesse et la femme qu'il considère comme des acteurs majoritaires du développement durable au Burkina Faso. Le ministre en charge de l'Éducation nationale poursuit ses rencontres dans le cadre de la tenue des Assises nationales sur l'éducation nationale. Ce 4 mai, ce fut au tour du Conseil économique et social, à CES, de recevoir le patron du département de l'éducation burkinabé. Et comme partout où il est passé, le ministre Stanislas Ouarou a demandé le concours de chacun pour une bonne tenue de cette grande rencontre sur les questions de l'éducation. Michael Tougri. Ce mardi, le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouarou, a échangé avec le président du Conseil économique et social. Sur la table des échanges, la tenue des assises sur l'éducation en septembre prochain. Le patron du département de l'éducation burkinabé est allé expliquer sa démarche d'organiser les assises de l'éducation au président du Conseil économique et social. Nous souhaitons justement que les réflexions se poursuivent autour donc des TDR que nous avons bien mis à leur disposition afin de nous faire des suggestions, des recommandations
et des amendements pour que nous puissions mieux préparer ces assises-là. Et nous avons souhaité aussi que le Conseil économique et social soit partie prenante de ces assises, au regard donc de ces missions, de façon à ce qu'à l'issue de ces assises-là, nous puissions avoir des conclusions pertinentes à même d'améliorer le fonctionnement de notre système éducatif. Au sorti des échanges qui ont duré 1 heure de temps, le président du Conseil économique et social, Moïse Napon, a félicité Stanislas Ouaro pour sa démarche qui se veut inclusive. Le président du Conseil économique et social promet que son institution va apporter sa contribution lors des assises sur l'éducation nationale. Je crois qu'en touchant toutes les parties prenantes, c'est l'idée d'amener tout le monde à réfléchir et à trouver des solutions qui soient des solutions durables pour que l'éducation de notre pays puisse former des hommes intègres qui vont demain relever tous les défis de ce pays. Alors, moi, je ne peux qu'accompagner cela. Faut-il le rappeler, le Conseil économique et social a été créé le 19 mai 1959. Il a pour mission, entre autres, de donner son avis sur les questions à caractère économique, social et culturel portées à son examen par le président du FASO ou le gouvernement. Il est formé par un collège de 90 conseillers. Nous restons avec le ministre Stanislas Ouaro qui s'est prononcé aujourd'hui sur la manifestation des élèves du secondaire de Ouagadougou. Vous avez vu hier sur nos antennes les différentes heures entre ces élèves et les forces de l'ordre sur l'avenue de l'Indépendance. Le ministre en charge de l'Éducation nationale déplore l'attitude de ces petits protégés et précise que chacun répondra de ses actes. Michael Tougri. En même temps, je ne vais pas minimiser donc ce qui se passe. Mais je ne souhaite pas aussi qu'on dise que la crise va grandissante. Aujourd'hui, les élèves sont en classe, ils font cours. Allez-y au Marianne, il y a le cours qui se passe normalement. Et même vendredi dernier, pendant leur mot d'ordre, là, le Marianne Gouabi avait fait cours. Donc, je pense qu'il faut qu'on reste mesuré. Parce que si on dramatise, ça peut provoquer un certain nombre de situations fâcheuses sur le terrain. Donc, nous travaillons toujours à sensibiliser les élèves. Et je dis bien sensibiliser, à leur expliquer le bien fondé de ces réformes. Et ça se fait dans les établissements. Nous avons demandé de poursuivre cela et nous n'avons pas de problème particulier. Et ce que je voudrais leur demander, c'est vraiment de se concentrer sur la fin de l'année, pour ce qui est des examens scolaires, mais aussi pour les classes intermédiaires où les élèves ont besoin de passer. Et donc, nous allons continuer de poursuivre le travail. Maintenant, ce que je voudrais dire pour terminer, il faut que chacun comprenne que on a le droit, dans un état de droit, on a le droit de manifester, mais il faut reconnaître aux autres aussi le droit de ne pas manifester. Et donc nous sommes engagés à ce que tous les casseurs là soient sanctionnés. Donc hier, les forces de défense et de sécurité donc, ont interpellé un certain nombre de jeunes, parmi lesquels il y avait des non-élèves donc, qui étaient dans les manifestations et donc qui ont été interpellés. Nous avons les noms et tout parce qu'ils ont été gardés pendant un moment, je ne dirai pas la suite. Et il y a eu parmi eux aussi effectivement quelques élèves de 5e et de 4e. Et donc c'est assez dommage donc, justement que cette situation arrive. Mais c'est leur dire que ceux qui souhaitent peuvent manifester, mais dans le respect et dans la discipline. Voilà. Merci. Le collège d'enseignement général de Kouba est en danger, menacé d'être englouti par un bas-fond qui chaque année réduit la distance qui les sépare. L'établissement d'enseignement nécessite une attention particulière des autorités ou des personnes de bonne volonté. Le CG de Kouba se situe dans le village de Kouba, localité qui relève de la commune rurale de Koubri. Mamidriana Kamabou. Ce bas-fond d'environ 8 mètres de profondeur progresse petit à petit vers le collège d'enseignement général de Kouba. Difficile pour les élèves d'avoir accès à l'école. Une situation préoccupante. Élèves, enseignants interpellent les autorités. Ici, le bas-fond est un sérieux problème pour le CG de Kouba. Il y a d'abord le fait que ça soit une zone d'inaccessibilité pour nos élèves qui quittent l'autre rive avant d'arriver à l'école. Donc c'est un sérieux problème
d'accessibilité. Et cette question sera davantage difficile pendant la période pluviale parce que le bas-fond sera occupé d'eau. Et par conséquent, ça peut avoir des conséquences négatives sur la vie des enfants en cas de noyade. J'ai peur. Souvent, nous on passe sur la route. Mes amis même me disent que c'est pas bon. Souvent, il y a des accidents sur la route. On en connaît mon ami. Et puis son pied c'est cassé. Je veux que on vienne nous aider à propos de choses et des bas-fonds pour qu'on puisse traverser facilement. À chaque saison pluvieuse, ce trou se dégrade davantage et aujourd'hui, il se trouve à moins de 50 mètres de l'école. La puissance de l'érosion que nous vivons ici et laquelle puissance là est très difficile à supporter, nous qui sommes les responsables de l'établissement, et par conséquent nous demandons à ce qu'on puisse davantage chercher des solutions idoines pour pouvoir protéger le CG de Kouba. Il y a encore 10 ans, ce village ne connaissait pas ce problème. D'ailleurs, les chauffeurs de camions utilisaient ce passage pour se ravitailler en sable et autres matériaux de construction. Mais avec l'érosion due à l'eau de pluie, le village de Kouba est aujourd'hui divisé en deux. Et la crainte la plus difficile à supporter, c'est la destruction de la belle bâtisse que nous avons. C'est un joyau qui nous a été offert par la coopération JICA. Donc par conséquent, nous doutons fort pour sa survie. Nous avons fait l'expérience, une fois à l'intérieur du bas-fond, difficile d'apercevoir le CG de Kouba. Pour le directeur, ce trou est devenu une cachette pour les élèves qui font de l'école buissonnière. Des enfants qui abandonnent les classes et se réfugient dans ce canal-là. Donc c'est un sérieux problème pour nous. Donc ça crée une certaine déperdition. Donc la vie scolaire est en train de se mettre à pied d'œuvre pour éviter ce genre de situation. Pour freiner la progression de l'érosion, des initiatives ont été développées par l'établissement. Des solutions qui s'avèrent jusqu'à présent vaines. En plus de la sécurité des élèves, c'est la survie même de l'établissement qui est en jeu. La puissance de l'érosion que nous vivons ici et laquelle puissance là est très difficile à supporter, nous qui sommes les responsables de l'établissement, et par conséquent nous demandons à ce qu'on puisse davantage chercher des solutions idoines pour pouvoir protéger le CG de Kouba. Et pour trouver des solutions idoines afin de protéger ces bâtiments, le directeur du collège a soumis une doléance au premier responsable de la commune de Koubri. Donc la situation lui a été présentée et à ce propos, il dit que des solutions idoines seront apportées pour éventuellement construire une digue. C'est ce qu'il a proposé, mais à court terme, et avec l'accompagnement de l'APE, nous allons mettre en place une haie vive pour protéger à courte échéance le bâtiment que nous avons. Une doléance qui a été entendue par le maire. Il a par ailleurs promis de trouver des solutions à ce problème. La première chose que nous puissions faire déjà sur le terrain, ce qui est à notre portée, c'est de mettre de la haie vive dès les premières pluies. Ça au moins, nous sommes capables de le faire. Et je m'engage personnellement pour en tout cas donner des arbres pour qu'on puisse planter tout au long de ce marigot-là. Au regard de la vitesse à laquelle se largit ce bas-fond, les responsables du CG de Kouba lancent un appel à toutes les bonnes volontés à agir le plus tôt possible. C'est d'appeler toute bonne volonté à venir nous aider, à refaire ce canal-là à l'image vraiment du canal Mouro, parce qu'il y va donc de la survie de l'établissement et de la survie aussi de nos enfants. Donc toute bonne volonté, que ce soit les ONG, que ce soit l'État, le gouvernement et tout le monde, à venir nous aider vraiment donc à reconstruire ce canal-là. Sinon, je me dis que dans les années à venir, le bâtiment scolaire même peut disparaître. Fruit d'une coopération de la JICA, le collège d'enseignement général est situé dans le village de Kouba, une localité qui relève de la commune rurale de Koubri.
La commune de Ouagadougou a fait don de 14 motos à la direction générale de la police municipale à ce mardi 4 mai. Une manière pour le conseil municipal de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des agents de la police municipale. Le montant du don est estimé à plus de 25 millions de francs CFA. Maxime Jean-E de Bambara. C'est un coup d'accélérateur qui devrait permettre de renforcer les capacités opérationnelles de la police municipale sur le terrain. En tout cas, c'est l'objectif de la commune de Ouagadougou à travers ce don de 14 motos à la direction générale de la police municipale. Booster la capacité des agents sur le terrain en matière de sécurité routière, de mobilité aussi bien dans les quartiers périphériques que dans le centre-ville de Ouagadougou. Les policiers ont besoin de mobilité. Ils ont besoin de pouvoir bouger dans les 12 arrondissements, de pouvoir être dans les carrefours. Et souvent, ils sont sollicités pour des escortes. Et donc, dans l'accomplissement de leur mission, ils ont besoin de cette logistique-là. C'est pourquoi le conseil municipal a décidé dans son budget 2020 d'affecter une certaine somme qui a permis l'acquisition de ce matériel qui vient encore renforcer une fois la capacité opérationnelle de notre police municipale. Un don salué à sa juste valeur par le directeur général de la police municipale, pour qui ce matériel roulant vient combler un besoin de son institution. Nous ne pouvons que manifester notre joie parce que c'est une épine de moins. Alors, vous savez que Ouagadougou s'étend sur plusieurs kilomètres et il n'est pas évident de répondre aux appels des populations de façon prompte. Alors, l'acquisition de ces motos-là va permettre aux policiers de répondre promptement aux sollicitations des usagers. Et elle va aussi permettre des escortes de divers ordres. Composé de 10 motos de type tout-terrain et de 4 motos de type homme, le coût global de ce matériel roulant offert à la direction générale de la police municipale est estimé à plus de 25 millions de francs CFA. La coalition des associations de défense pour le droit au logement de l'arrondissement numéro 11 de Ouagadougou a organisé une conférence de presse dans l'après-midi de ce 4 mai. Elle informe l'opinion publique de la nécessité de résoudre leurs problèmes fonciers vieux de plusieurs années. Une situation désastreuse qui est la cause de nombreux décès. Les détails dans ce reportage signé Mamidriana Kamabou. Ils sont victimes des inondations lors des saisons pluvieuses, faute d'infrastructures d'évacuation d'eau de pluie. Avec la saison des pluies qui s'annonce, les habitants de la zone non lotie de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou ne cachent pas leur inquiétude et interpellent les autorités pour qu'elles prennent des mesures nécessaires afin d'épargner leur quartier des inondations. Car selon eux, chaque année, ils enregistrent beaucoup de décès. Le message que nous adressons aux autorités aujourd'hui, c'est de s'empresser pour appuyer le passif dans l'arrondissement 11. Parce que le cas de l'arrondissement 11 est particulier. C'est des attributions qui sont faites et qui ont été suspendues. Donc il faut l'achever. Car nos maisons sont devenues des vieilles maisons et chaque saison hivernale, nos maisons créent, ça tombe sur nos familles et endeuille nos familles. Comme on peut le voir sur ces images, les constructions datent de plusieurs années. Pas de canaux d'évacuation d'eau, difficile d'accéder à la grande voie du fait de l'état de la voirie. Pour ces habitants, si rien ne fait d'ici à 1 mois à compter de ce jour, ils vont commencer à mettre en valeur leur terrain qu'ils occupent en vue de se protéger de désagréments de pluie. Dès la semaine prochaine, dimanche, nous allons avoir des assemblées générales. Nous allons inviter tous nos membres de construire leurs maisons afin de se protéger contre les pluies parce que ce sont des maisons qui datent de 20-30 ans. Donc, nous n'allons pas rester intacts et puis ça va créer des dégâts. Donc, voici les actions que nous allons mener. Donc, nous savons que lorsque nous allons vouloir le faire, ce qu'on a attribué, puisque là où nous habitons, c'est à des gens qu'on a attribués, mais qui ne peuvent pas construire du fait de notre refus. Donc quand nous allons commencer à les mettre en valeur, ces gens-là vont venir. Donc nous attirons leur attention pour qu'il n'y ait pas de débordement, c'est à l'autorité de réagir. Le projet de construction d'une gare de train dans l'arrondissement 11, dont le démarrage des travaux est prévu en 2022,
s'est aussi invité lors des échanges avec les hommes de médias. Pour cette coalition des associations de défense pour le droit au logement, le gouvernement doit prendre en compte les préoccupations de tous ceux qui résident dans cet espace. Célébration de la journée de la presse et 30e anniversaire de la déclaration de Ouinnadec. Le gouvernement ivoirien, les patrons de presse, les partenaires et l'UNESCO font le point des avancées et des difficultés avec les journalistes. Correspondance de Yamba Kabri. La liberté de la presse et la responsabilité du journaliste, citoyen exemplaire, respectueux des lois, du code d'éthique et de déontologie, sont deux faces de la même médaille. Ce sont là les propos du ministre ivoirien de la Communication, des médias et de la francophonie, ce 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes en sont bien conscients. Comme l'a si bien dit le ministre, la liberté de la presse aussi demande à ce qu'on puisse être des journalistes responsables. Tout a été passé en revue par le représentant du gouvernement, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, les ambassadeurs, les organismes partenaires, les patrons de presse et les journalistes. Pour l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, la liberté de la presse incombe en premier chef au gouvernant. Pour lui, il n'en faut que peu de leur part pour mettre en mal cette liberté, déjà presque fragile. C'est principalement vis-à-vis de l'État que se situe la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'en premier lieu, l'État a le devoir de ne pas enfreindre cette liberté. Les gouvernants sages vont plus loin et l'encouragent, tout en sachant que cela leur vaudra d'être critiqués. Les gouvernants sages savent que la protection des libertés n'est jamais assurée pour de bon. Il faut la sauvegarder tous les jours et on peut toujours mieux faire. Les gouvernants sages comprennent qu'il n'en faut pas beaucoup pour que certains journalistes se sentent intimidés et commencent à s'auto-censurer, ce qui est malsain. Quand les journalistes peuvent faire leur travail en toute confiance, ils contribuent à la transparence, ils éclairent des aspects de la réalité, ils combattent ainsi la corruption et défendent les droits humains. Ils aident les citoyens et les gouvernants à mieux comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux. Ainsi, les journalistes contribuent à de meilleures prises de décision. Les journalistes et les patrons de presse, quant à eux, espèrent parvenir à un modèle économique fiable et viable pour sortir de la dépendance économique et politique afin de mieux affirmer leur indépendance. Vous savez, c'est une chose qui doit se faire de façon concertée. À nous seuls, représentants du secteur des organisations syndicales, nous ne pouvons pas le dire seuls. Nous avons notre idée, mais nous pensons que cela doit sortir de façon concertée des acteurs. C'est pourquoi nous appelons véritablement à cette discussion tripartite entre les patrons, le gouvernement et les syndicats pour que nous puissions dégager les solutions économiques du secteur des médias en Côte d'Ivoire. En 2020, malgré les 2 points gagnés par la Côte d'Ivoire dans le classement africain, les organisations du secteur des médias ont signalé que des journalistes ont été victimes d'arrestations, d'agressions physiques et verbales, de menaces et d'interrogatoires inopportunes. Hors de notre continent, un pont du métro aérien de la capitale mexicaine s'est effondré dans la nuit du lundi au mardi 4 mai 2021 au moment où une rame a passé dessus selon les images des caméras de vidéosurveillance diffusées par les médias mexicains. Au moins 23 personnes ont perdu la vie et 70 autres blessés dans l'accident selon les autorités. Le président mexicain a promis ce mardi une enquête approfondie avec l'aide d'experts internationaux indépendants. L'accident s'est produit pendant la nuit vers 22h heure locale à Mexico, près de la station Olivos. C'est une rame bondée de la ligne 12 de métro qui est tombée sur une avenue en contrebas après l'effondrement d'un pont de métro aérien. La rame, qui était l'une des plus récentes du réseau, s'est littéralement brisée en deux dans sa chute. Des dizaines de pompiers et de sauveteurs s'activent toujours pour dégager les blessés et les corps des passagers incarcérés dans un amas de métal, de gravats, de câbles et de rails déformés. D'autres éloignent les curieux des risques d'effondrement d'autres sections de la structure, apparemment fragilisées. La police et les ambulanciers ne nous tiennent informés de rien. Ils nous disent d'appeler les hôpitaux à cause de la pandémie. Ils nous disent seulement d'attendre. J'ai attendu 20 minutes sur le répondeur. Près de 70 ambulances ont été dépêchées sur place. Les blessés les plus graves, une trentaine environ, ont été transportés vers les hôpitaux du secteur.
ainsi que plusieurs personnes en état de choc qui se trouvaient à proximité. La zone de l'accident a été bouclée par la police et l'armée. Le bilan toujours provisoire fait état d'au moins 20 morts et des dizaines de blessés. Fin de cette édition, je vous laisse admirer la mosquée de Barani, vieille de plus d'une centaine d'années. Barani est un département et une commune rurale du Burkina Faso située dans la province du Kossi, c'est dans la région de la boucle du Mouhoun. La particularité du village est qu'il accueille chaque année des milliers de visiteurs venus des 4 coins du monde pour visiter sa célèbre mosquée. À ne pas confondre avec la mosquée de Bani qui, elle, se trouve à une 60aine de kilomètres de Dori. Je vous retrouve demain, même heure. Bonsoir.